Bonjour, cette semaine dans Cap Amérique, la police américaine à nouveau soupçonnée de préjugés raciaux après la mort de 2 Afro-Américains. Ça s'est passé lors d'une banale intervention à Chicago, la même semaine où un jury de Cleveland abandonne les poursuites contre des policiers responsables de la mort d'un enfant noir l'année dernière. À suivre aussi le marché de la réadoption aux États-Unis, où comment des parents adoptifs en viennent à se séparer de leur enfant au profit de nouvelles familles d'accueil. Et puis est-ce l'effet du réchauffement? Les tornades balaient depuis une semaine le sud des États-Unis, prenant tout le monde de court. Inhabituel en cette période de l'année, elles ont déjà fait une quarantaine de victimes. L'année 2015 s'achève comme elle avait débuté aux États-Unis, dans un climat de tension raciale marqué par une nouvelle mort, celle de 2 Afro-Américains abattus par la police à Chicago, dans ce qui ne devait être au départ qu'une banale intervention destinée à régler un différend familial. Le bilan est lourd. Alors que dans l'Ohio, à Cleveland, un grand jury a décidé de ne pas poursuivre 2 agents responsables de la mort d'un enfant de 12 ans l'année dernière. Lui aussi était noir. Le récit de Marie Schuster. Des centaines de manifestants, noirs et blancs, dans les rues de Chicago pour réclamer justice. La police américaine est à nouveau accusée de bavure. 1 an après la mort de Laquan McDonald, Quintonio Legrier, 19 ans, est le 2e adolescent noir à trouver la mort, abattu par les forces de police qui intervenaient pour une dispute familiale. Mon fils a reçu 7 balles. 7. C'est un peu beaucoup. 8 coups ont été tirés. L'un d'eux a atteint une femme innocente qui ouvrait juste sa porte. Quelque chose ne va pas dans ce tableau. Ça ne va pas. On doit faire quelque chose. Dans la fusillade, Betty Jones, une voisine et mère de famille de 55 ans, a aussi été touchée. Elle est décédée de ses blessures quelques heures plus tard. Ça me rend malade de voir ça. Ça me rend malade de voir ce que traverse cette famille. La police est un danger. Elle tire avant de parler. Vous pouvez me dire pourquoi vous tirez d'abord et vous parlez ensuite? La colère est grande. Les familles des victimes de cette bavure ne sont pas sûres d'obtenir les réponses qu'elles attendent de la justice américaine. Lundi, le tribunal de Cleveland décidait de ne pas poursuivre les policiers responsables de la mort du jeune Tamir Rice, 12 ans, abattu alors qu'il jouait avec une arme en plastique dans un parc en novembre 2014. Nous avons informé il y a quelques instants la mère de Tamir de cette décision. C'était une conversation très difficile. Nous lui exprimons à nouveau nos condoléances ainsi que les condoléances de tous ceux qui ont travaillé très dur pour que la lumière soit faite le plus rapidement possible. Et notre sincère souhait que les choses se soient passées autrement ce jour-là dans le parc. Face aux bavures policières, la justice américaine peine à condamner. Le policier Darren Wilson ne sera pas poursuivi pour le meurtre de Michael Brown à Ferguson en 2014, malgré la vague de violence qui s'en est suivie dans le courant du mois d'août. Scénario identique, dans l'affaire Freddie Gray à Baltimore, le procès d'un des policiers responsables de la mort du jeune homme de 25 ans a été annulé, faute d'accord entre les membres du jury. En 2015, près de 1000 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre aux États-Unis. 18 policiers ont été inculpés. Se séparer d'un enfant adopté par le biais d'une simple petite annonce. A priori, ça semble incroyable. Et pourtant, c'est possible aux États-Unis. Rien n'empêche le transfert d'un enfant adoptif à une autre famille. Résultat, la pratique se multiplie sans que jusque-là, l'État n'y trouve rien à redire. Voyez le reportage de nos confrères de France 2. Ce petit garçon n'a que 10 ans et déjà un passé chargé de drames et de ruptures. Une tache de naissance a déformé son visage, mais ce n'est qu'un détail comparé à toutes les souffrances qu'il a subies. Sam a connu un orphelinat en Chine et 2 familles d'adoption aux États-Unis. Il y a 18 mois, ses premiers parents décident de le céder à un autre couple. Sam se souvient précisément du choc qu'il a éprouvé. J'ai eu peur parce que j'étais attachée à eux. Même s'ils ne trouvaient pas que j'étais un gentil garçon, un enfant comme il faut, je les aimais quand même. Avec ses nouveaux parents, Sam regarde souvent les vidéos que son ancienne famille lui a laissées. Images de bonheur apparent, mais le garçon avait un comportement difficile, voire violent. Ses premiers parents l'ont donc mis sur ce qu'on appelle ici le marché de la réadoption.
Ils n'ont pas été négligents du tout avec lui. Ils s'en sont occupés. Mais le comportement de Sam a créé un fossé entre lui et ses parents. Ils n'ont pas pu nouer de lien. Le petit garçon a dû apprendre à vivre avec de nouveaux frères et sœurs, 6 au total, tous adoptés par Brian et Shannon, un couple très croyant. Des enfants adoptés qui changent de parents, il en existe des milliers aux États-Unis. Pas de décompte précis, car le phénomène est assez récent. Sur Internet, des agences spécialisées publient des petites annonces rédigées par des parents adoptifs qui veulent se séparer de leur enfant. Sous la photo de Landon, 8 ans, voilà ce qu'on peut lire. L'arrivée de cet enfant hyperactif n'était pas ce que nous attendions. Autre visage, autre histoire, autre commentaire. Abby a besoin d'une maison avec des parents calmes et patients pour l'aider. Toutes ces annonces sont parfaitement légales et réglementées. Cette avocate nous explique qu'il suffit d'un simple acte notarié entre les deux familles pour que le transfert soit conclu sans intervention des autorités publiques. On observe une même tendance pour les familles qui se séparent de leur enfant adoptif. Elles veulent que ça reste discret. Elles ne veulent pas que ça se sache, car dans l'entourage, ça peut sembler étrange. À l'arrivée du nouvel enfant dans la famille, il y avait une période d'annonce, de célébration, et tout à coup, cet enfant disparaît. Une fois que l'enfant a changé de maison, une agence agréée par les services sociaux vient vérifier que tout se passe bien. Ce couple a réadopté cette petite fille de 8 ans. Marianne a mis en relation les deux familles, a supervisé le transfert, assure à présent le suivi de l'enfant. Cette pratique, qui reste exceptionnelle, n'est pas contestée par l'opinion américaine et personne ne blâme les familles qui désadoptent. C'est mieux qu'un enfant soit réadopté plutôt qu'il reste dans une maison où ça ne marche pas. C'est comme un mauvais mariage. Il vaut parfois mieux divorcer plutôt que de rester pour des mauvaises raisons. Aux États-Unis, le nombre de réadoptions n'est pas limité. Autrement dit, jusqu'à sa majorité, un enfant peut changer plusieurs fois de famille adoptive. Une déferlante de tornades et de tempêtes s'abattent actuellement sur le sud des États-Unis. Elles ont fait au moins une quarantaine de morts. Ces phénomènes climatiques s'observent d'habitude au printemps. Mais là, la chaleur inhabituelle observée en ce moment sur la côte est et dans le sud semble en partie responsable. L'état d'urgence a été décrété dans plusieurs États, comme au Texas. Le point avec Florence Gaillard. Dans les rues de Garland, près de Dallas, les habitants constatent les dégâts. Des voitures et des camions balayés, des toits arrachés, des façades éventrées. Plus de 600 bâtiments sont touchés, la plupart des maisons de particuliers. Des quartiers entiers sont ravagés. Sous les décombres, les secours craignent de trouver de nouvelles victimes. L'état d'urgence a été déclaré dans 4 comtés du Texas afin de débloquer les fonds d'aide. Voilà nos priorités. D'abord, porter secours aux gens. Ensuite, aider et soutenir ceux qui ont besoin de se mettre à l'abri. Et enfin, aider les familles et les communautés à faire face aux défis qui les attendent pour reconstruire. Samedi, une tornade de niveau 4 a frappé l'agglomération de Dallas avec des pluies torrentielles et des rafales de vent dépassant les 300 km/h. On n'avait pas vu ça depuis 1954. Si les tornades sont fréquentes dans le sud des États-Unis au printemps, elles sont rarissimes en décembre. D'après le service américain de météo, le temps ne devrait pas s'améliorer cette semaine. Des tempêtes et plusieurs tornades pourraient encore se produire, notamment au Texas. Gros plan à présent sur une profession peu enviée au Mexique, les femmes de ménage. Ces travailleuses de l'ombre n'ont bien souvent pas d'existence légale. Non déclarées, elles n'ont personne vers qui se tourner en cas d'abus. Mais depuis peu, des syndicats tentent de défendre leurs droits. Difficile car elles n'ont pas l'habitude de se manifester. Reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Comin. Isidra n'aurait jamais pensé voir cela un jour. Des femmes de ménage de toute l'Amérique latine réunies pour un congrès à Mexico. On exige que nos droits soient respectés et qu'on bénéficie d'un contrat écrit. C'est le métier le plus courant au Mexique. Elles sont 2 300 000. Et pourtant, elles travaillent sans aucune garantie ni protection légale.
Un tout premier syndicat vient de s'attaquer à une tâche immense. Ce que vivent les femmes de ménage ici, c'est l'esclavage du 21e siècle, à cause de leurs horaires, de leurs conditions de travail, leur nourriture, leur logement et le peu de liberté qu'on leur laisse. Laver, balayer, repasser, faire la vaisselle. Isidra l'a fait pour d'autres depuis qu'elle a 14 ans, depuis qu'un employeur est allé la chercher dans son village de montagne pour en faire une servante à temps complet. Depuis qu'elle a rejoint ce nouveau réseau il y a 1 an, ses conditions se sont nettement améliorées. J'ai appris à négocier. Je travaille 8 heures et s'ils me font travailler plus, je demande à ce qu'on me paye les heures supplémentaires. Avant, non. Avant, je travaillais parfois 14, 16 ou même 18 heures d'affilée. Isolée, inconsciente de ses droits, pendant près de 35 ans, Isidra a vécu les humiliations, la discrimination et même les abus sexuels de ses patrons, sans savoir comment se défendre. En ce temps-là, je ne savais pas que c'était du harcèlement. Je ne savais pas faire la distinction, ni défendre mes droits. Depuis que je me suis affiliée, c'est inimaginable comme ma vie a changé. Irma, elle, travaille comme femme de ménage depuis 15 ans. Elle fait partie de l'immense majorité de celles qui n'osent pas encore élever la voix. Je ne sais pas comment mes employeurs réagiraient si je leur disais que je voulais travailler sous contrat. Je ne sais pas si c'est par ignorance, mais j'ai toujours accepté de faire tout ce que mes employeurs me chargeaient de faire, dans la mesure de mes moyens. Je me suis toujours adaptée à leurs demandes. J'obéis aux horaires qu'ils me donnent. Et évidemment, j'accepte le salaire qu'ils m'accordent. Avec 60% de la population travaillant dans le secteur informel, le Mexique, deuxième pays le plus riche d'Amérique latine, affiche un énorme retard. Nous, ça fait 52 ans qu'on s'est organisés. Je ne dis pas ça pour décourager les Mexicaines, mais pour leur donner de la force. Malgré de gros efforts de communication, à peine plus de 100 femmes de ménage ont rejoint le syndicat naissant. La route est encore longue pour Isidra et ses collègues. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin d'année 2015, très bon début pour 2016 également. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.